Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre pour cette nouvelle web-émission à tous santé dans le cadre du Covid-19. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la sortie du confinement, être acteur de sa santé pour la santé de tous. Après 2 mois de confinement, les Français ont, depuis le lundi 11 mai, repris petit à petit leur vie telle qu'ils l'avaient laissée avant. Nous sommes nombreux à nous demander ce que ces 8 semaines de confinement ont changé. D'un point de vue général, d'abord, dans le monde, tout s'est arrêté, l'économie, l'éducation, pendant 8 semaines. Certains se posent la question de savoir ce que ça a pu changer dans nos comportements personnels, dans notre rapport au temps, au travail, à la consommation, à nos proches. Ne serons-nous pas plus méfiants les uns envers les autres? Est-ce que les bises et les poignées de main vont-elles être définitivement au placard? Au-delà de ces comportements quotidiens, la société en général va-t-elle changer? L'OMS rappelle que les comportements individuels et collectifs seront déterminants pour le cours de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, je serai accompagné du professeur Roch Georgi, médecin spécialiste de santé publique et directeur de l'UMR CESTIM. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Gargani. Merci d'être à nos côtés pour cette web-émission à tous santé. Plusieurs thèmes seront abordés. D'abord l'attitude et le risque individuel, mais aussi les risques et conséquences collectives. Vous pouvez poser vos questions tout au long de l'émission en direct sur les différents réseaux sociaux qui, en live, portent cette émission. Alors, professeur Georgi, durant 2 mois de confinement, nos habitudes individuelles et collectives ont été bousculées. La pandémie de Covid-19 en cours vient souligner brutalement que la santé d'un individu dépend beaucoup de son environnement social, économique et surtout des autres. Pourquoi depuis janvier 2020, en fait, là, on avait vu les images de la Chine qui étaient déjà consternantes. Comment se fait-il que nous avons eu du mal à intégrer ce risque lié au coronavirus, professeur Georgi? Alors, il n'est pas de réponse complètement certaine, déjà pour commencer, mais il y a quand même une multitude de facteurs qui ont dû intervenir. Donc, c'est une origine quand même multifactorielle qui peut reposer notamment sur des croyances individuelles, le fait qu'en fin de compte, cela se passe loin de chez nous, où les habitudes de vie, la société sont différentes. Et ces différences, en fin de compte, s'expriment tant sur des attitudes individuelles que sur des mesures collectives qui ont pu être mises en place par le gouvernement chinois et auxquelles nous n'adhérons pas forcément de principe. Alors, le discours de minimisation à travers le monde au sujet de l'épidémie actuelle ont-ils eu un impact sur notre façon d'appréhender ce risque, surtout au début de cette épidémie, de cette pandémie? Oui, probablement. Il faut quand même garder à l'esprit le caractère qui a été exceptionnel de cette situation nouvelle que nous vivons. Nous ne connaissions rien et les connaissances scientifiques sur le Covid ont été acquises progressivement. Et elles sont encore imparfaites et incomplètes. Et donc on découvre tous les jours des choses, en fait. Hein, c'est ce que vous Voilà, on découvre tous les jours des choses. Et puis le message aussi a pu être embrouillé du fait d'une part relativement importante, en fin de compte, de communication et de prise de position individuelle basée sur des croyances. Je sais, donc, ce que je vous dis, c'est vrai, vous devez faire ceci ou cela, et transmise aussi de manière quand même virale, telle une épidémie sur les réseaux sociaux, voire par certains médias, au lieu de communication quand même basée sur des faits scientifiques, fondés sur des preuves, pouvant même justement conduire à dire, en l'état actuel des connaissances scientifiques, je ne sais pas. Alors chacun a sa vérité, hein, bien sûr, comme vous le disiez. Et pourquoi certaines personnes encore aujourd'hui ne se sentent pas concernées face au virus et pourquoi d'autres sont à l'inverse très anxieuses? Alors c'est un sujet qui peut paraître effectivement simple, mais qui en fait est vraiment loin de l'être, parce qu'il y a différents facteurs qui interviennent et qui sont étudiés depuis des années par des sociologues, des anthropologues ou des économistes, entre autres. Parce que
hors Covid, si vous voulez, d'une manière plus générale, nous connaissons par exemple, je pense tous, les risques sanitaires liés à la consommation de tabac ou d'alcool, les risques liés à la vitesse au volant, au refus de la vaccination contre certaines maladies par exemple, et il y en a d'autres. Et pourtant, nos comportements face aux risques santé sont bien différents selon notre âge, notre niveau socio-économique, notre culture et d'autres facteurs, bien sûr. Est-ce qu'il existe une typologie d'attitude face à ce risque? Alors, il y a des typologies, mais aussi il faut comprendre que nous ne sommes pas égaux devant la perception et la notion de risque. Alors, en termes de typologie, il y en a, c'est pas mon domaine spécifique, mais on conçoit assez facilement qu'il y a des personnes qui peuvent être dans le déni d'un risque, d'autres qui seront plutôt avec un point de vue fataliste, ou bien dans une logique plutôt catastrophisme. On parle aussi de typologie dans le sens de perception sécuritaire, ou bien où on ira vers une prise en compte du risque. Alors, est-ce que notre responsabilité individuelle est-elle la meilleure des protections? C'est l'un des éléments de protection. L'un des éléments, c'est-à-dire il doit s'articuler avec un sens de la responsabilité collective. Parce que l'un peut difficilement aller sans l'autre pour tendre vers une efficacité optimale. Si à titre individuel, je décide de ne pas respecter les recommandations qui nous sont données, je vais m'exposer personnellement aux risques liés à la maladie. Cela peut être le choix de certaines personnes. Mais en faisant cela, je fais également courir un risque aux autres personnes car je peux contribuer à la propagation du virus. Et donc, prendre soin de soi en appliquant les recommandations qui nous sont données, c'est également prendre soin de l'autre et du collectif, donc avoir une action positive pour sa propre santé et pour la santé publique. Alors, comment devenir acteur de sa santé? C'est un peu le thème de nos émissions. Et quel comportement individuel on doit adopter? D'une manière générale, être acteur de sa santé, ça revient à ce que l'on appelle l'éducation à la santé, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être éduqué, accompagné, voire même encouragé, en tout cas, généralement pas culpabilisé. Dans le domaine de l'éducation à la santé, il existe différents programmes sur des sujets bien spécifiques, hors maladies infectieuses, mais également concernant le risque infectieux. Et il est probable qu'il y aura soit des aménagements qui seront faits dans le cadre de programmes déjà existants, ou bien de nouveaux programmes verront le jour dans l'éducation à la santé face au risque d'épidémie infectieuse ou à une épidémie infectieuse. Et chacun, quel comportement vous leur recommandez aujourd'hui? Comment on va motiver toutes ces populations qu'on voit aujourd'hui qui ont retrouvé une certaine liberté et qui ne respectent plus forcément la distanciation, qui se retrouvent comme dans le monde d'avant, par exemple les jeunes qui sont sortis d'une période de confinement et qui croient que peut-être maintenant on est complètement libre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à leur comportement? Cela renvoie effectivement à une conscience individuelle et un comportement individuel. Mais pour rester simple, ce qui est recommandé par Santé publique France, le ministère de la Santé, concernant les gestes barrières, doivent continuer à être appliqués, pas tant pour soi, mais aussi dans le respect et la compréhension justement du collectif. Et même si à ce jour, nous sommes à moins d'une quinzaine de jours du confinement, et donc, il peut y avoir certains indicateurs qui ne montrent pas encore une inversion de la tendance à la diminution des cas qui sont remontés par Santé publique France. Il faut quand même rester vigilant. L'actualité d'hier, par exemple, nous montre que en Espagne, alors que le masque jusqu'à présent n'était pas imposé dans la ville, eh bien, le gouvernement revient sur cette position parce qu'effectivement, c'est un des gestes barrières principaux. Donc, un écart à ces comportements qui nous sont recommandés peut potentiellement être source de retour de cluster. Retour en arrière éventuellement jusqu'à peut-être reconfiner. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le masque a fait beaucoup couler d'encre depuis le début de l'épidémie. Est-ce que vous pensez en tant que médecin de santé publique que c'était un outil nécessaire peut-être pour toute la population dès le début de l'épidémie pour l'enrayer encore plus vite si elle avait été mise en place? Alors là, ça renvoie
des débats qui ont lieu sur y avait-il suffisamment de masques en France, etc. Oui, mais dans le meilleur des cas, imaginons qu'on en avait dans le meilleur des cas, c'est un outil de protection individuelle et collective important dans tout contexte de maladie infectieuse. D'accord. Alors, si on repart du contexte collectif, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été prises donc, sur le confinement? On l'a vu, mais surtout, pourquoi en Angleterre, à l'inverse, ils ont adopté une stratégie tout autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Ces différences ne sont pas forcément si nettes, hein, parce qu'en France, donc, la décision du confinement me semble avoir été tout à fait justifiée et nécessaire compte tenu bien de la situation sanitaire et de la saturation des services de réanimation. L'Angleterre a finalement mis en place un confinement total également, hein, et d'autres pays ont pu avoir d'autres stratégies au cours du temps. Et ces différentes stratégies relèvent probablement en fin de compte soit du fait de l'organisation de leur système de santé, d'indicateurs sanitaires, de raisons politiques ou économiques, et voire même de position ou de la décision d'un chef d'État. Et alors, de manière plus générale, est-ce que la crise sanitaire du coronavirus est-elle révélatrice de dysfonctionnements sociaux en France? Alors, oui, je pense qu'il y a des dysfonctionnements sociaux en France. Est-ce que la crise en est le seul élément révélateur? Je ne le pense pas. Le malaise est quand même plus ancien, les causes sont multiples et les inégalités sociales de santé sont malheureusement toujours bien présentes, et cela pas qu'en France, et il y aura probablement un impact sur ce niveau-là. Donc, sur le après Covid-19, quelles sont les préconisations que vous feriez, vous, en tant que médecin de santé publique, pour peut-être réanticiper si jamais ce type de crise devait arriver? On a vu le renforcement des inégalités hein, à la fois sociales, économiques, territoriales, hein, les zones vertes, les zones rouges, voire scolaires. Est-ce que vous avez déjà une première vision, vous, de l'après-Covid? Ça sera plus comme avant, et j'imagine qu'il y a déjà quelques préconisations qui sont portées pour anticiper une prochaine épidémie potentielle si d'aventure ça arrive. D'abord, je pense qu'il faut que nous devons admettre et accepter l'incertitude. Ça fait partie de notre condition humaine, et cela même dans le domaine de la santé, que ce soit lié justement à des connaissances scientifiques qui peuvent être imparfaites, incomplètes, et qui évoluent au cours du temps, ou bien à l'aléa en santé, car cela existe. Donc, en termes de prévision, je ne sais pas. On entend qu'il y aura un monde d'avant, qu'il y aura un monde d'après. Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des habitudes individuelles qui évolueront. Peut-être, par exemple, comme le fait de voir plus fréquemment des personnes dans la ville portant un masque. Jusqu'à présent, il me semble que ce sont principalement des touristes que nous voyons dans nos villes en période hivernale ou autre porter des masques. Peut-être que certains individus continueront de le faire. Est-ce qu'il y aura aussi des modifications au niveau politique et pas que national, mais au niveau mondial? Il y a des tentatives qui sont en cours. Mais voilà, personnellement, je ne sais rien et je ne vais pas me risquer à faire des prévisions hasardeuses. Mais en étant optimiste, j'espère qu'à tous les niveaux, nous saurons tirer des leçons positives d'une telle crise, à notre niveau de citoyens et au niveau des dirigeants. Merci professeur Georgi, nous arrivons au terme de cette webission. Alors merci pour vos interventions. Depuis le 11 mai, les Français peuvent sortir à nouveau sans attestation dans un rayon de 100 km et parfois porter le masque, on l'a vu, qui est obligatoire surtout dans les transports communs. La deuxième phase de déconfinement est prévue le 2 juin où nos amis restaurateurs, bars attendent avec impatience la réouverture. Mais en attendant, on vous rappelle que le virus continue à circuler. Gardez la prudence, soyez vigilants, gardez la distanciation. Dans les situations où le masque est obligatoire, portez-le, pensez aux autres,
pensez aux soignants, pensez à tous les gens qui, autour de vous, pourraient malheureusement attraper le virus parce que vous avez été imprudents. Et pour le temps, soyez à cet instant encore acteurs de votre santé. Merci, professeur Georgie. Et je vous dis à tous, à bientôt pour une prochaine Webition.